Être SDR, c'est pas facile et quand on se retrouve avec des entreprises qui confondent le rôle d'une équipe SDR avec celui du job d'un call center, on se retrouve avec des SDR qui veulent pas rester dans ce rôle. Alors que les SDR, c'est une pièce fondamentale dans une équipe de vente. Comment faire pour faire kiffer le job à tes SDR quand toi t'es Head of Sales? Comment kiffer le job quand toi t'es SDR justement, mais aussi te préparer à la suite de ta carrière? Comment on peut aligner les équipes SDR et le reste de l'entreprise? C'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Salut, c'est Elric, créateur de ce podcast, de la chaîne YouTube et aussi SDR Manager chez Chili Piper. Et aujourd'hui, je te fais ce petit message en fait pour dire qu'on fait une pause avec la newsletter et le podcast pour les 2 semaines qui arrivent avec les vacances. Donc profitez bien de vos vacances. Aujourd'hui, j'ai discuté avec Caroline Francia de 2 sujets. Des SDR et de comment faire kiffer leur job et de ce qui se passe sur le marché. Et le deuxième sujet, ce sera la revenu architecture ou en français l'architecture du revenu. Et on va parler de ce que c'est justement. Est-ce que tu peux commencer en te présentant et nous raconter justement ce que tu fais pour ta boîte? C'est une boîte de consulting en fait, principalement axée startup scale-up, où je travaille toute l'architecture du revenu. Je ne vais pas en parler plus parce que je sais qu'on va en parler tout à l'heure. Mais véritablement en fait tout le revenu qui rentre dans une société pour bien le structurer et puis pour scaler. Comment toi t'es tombé dans la vente? Tu vois, je parle souvent de soft skills et de hard skills. Je pense que j'ai toujours vendu à peu près tout, tu vois, sur les brocantes. J'ai toujours vendu, en fait, tu vois. J'ai toujours essayé de pousser le stylo dont tu n'avais pas besoin. Donc, vraiment, la vente push product depuis que je suis gamine. Et c'était un peu dans mon caractère. Après... suite d'événements en fait, tu vois, sortie d'école, premier job, je suis tombée dans la tech, c'était pas forcément un choix de me dire tiens je vais être dans la vente dans la tech, c'était une opportunité, je l'ai prise et voilà, ça s'est fait, ça s'est développé. Après j'ai appris à vraiment devenir meilleure on va dire et pas pousser des boîtes mais véritablement apprendre à correctement qualifier, etc. Donc, mais mes premiers entretiens étaient assez drôles. Et du coup, comment t'en es arrivé à créer ta boîte? Donc, j'ai à peu près un peu plus de 15 ans d'expérience en sales dans la tech. Donc, j'ai fait à peu près des grosses boîtes, des plus petites boîtes. J'ai fait du Martech, j'ai fait de l'embarqué, j'ai fait de l'IT. Et à un moment donné, dans mes derniers jobs, en fait, j'ai commencé à prendre des postes de manager. Et même ça, si tu veux, je sentais que je poussais les murs et j'avais envie d'aller faire d'autres choses. J'avais envie d'avoir plus d'impact. Et c'était un peu compliqué. C'était pas encore la période où il y avait, tu vois, l'explosion des startups où tu pouvais être le couteau suisse qui faisait tout. Et puis, j'ai commencé à parler avec des VC. Depuis Sprinkler, j'ai commencé à parler avec des VC. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que les VC commencent à s'intéresser de plus en plus au poste de directeurs commerciaux. Et c'était l'occasion de rencontrer plein de gens, de rentrer dans le monde en fait de la French Tech. Et je me suis dit en fait toutes ces conversations, elles ont, j'ai vraiment un impact. Et donc voilà. Je me suis dit, allez, go, faisons ça à plein temps puisque c'est ce que je kiffe le plus. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Du coup, ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'1 an que tu as commencé? J'ai commencé, ça fait, on va dire, 5 ans que j'y pense, sans avoir trop le courage de le faire. Et puis, depuis début 2020, j'ai commencé à tout structurer. Et officiellement, avril 2020. Donc, ça va faire 1 an et demi là. Du coup, aujourd'hui, en fait, quand on a préparé cette interview la dernière fois, on avait parlé un peu de certains points. Et en fait, il y a un point sur lequel on va commencer, c'est les SDR. Et en fait, toi, il y avait un truc en fait qui m'a marqué dans ce que tu m'avais dit, c'était que ton rêve, en fait, c'est qu'ils kiffent leur job. Donc, si tu veux, ce que je peux te proposer pour commencer, c'est pourquoi, en fait, tu m'avais dit ça? Parce que aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe sur le marché? Pourquoi tu penses que le job des SDR, ça fait pas rêver, en fait, les SDR? Parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui font en fait de la quantité plus que de la qualité. Et du coup, tu sais, tu as un peu l'impression de pas vraiment utiliser ton cerveau pour le coup, c'est-à-dire que tu es un peu une machine, tu réfléchis pas trop
Et après, c'est un peu au petit bonheur la chance. Tu as beaucoup de rejets. Donc, quand tu fais du cold call, tu as beaucoup de rejets. Donc, c'est quand même... Enfin, tu vois, quand tu sors d'école, c'est ton premier taf. Tu as un taux d'ouverture. Enfin, tu connais bien le métier. Un taux d'ouverture sur des cadences qui est ridicule, qui est quoi, 2-3%. Donc l'idée, si tu veux, c'est de se dire ne faisons pas de la quantité pour dire de faire de la quantité, ayons un bon rythme d'activité, parce que de toute façon, on sait tous que au plus tu as de l'activité, au plus c'est comme si tu achètes des tickets de loto, au plus tu achètes des tickets de loto, plus tu as de chances de gagner. Donc l'activité, ça reste important. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir d'activité. Mais de l'activité quali, réfléchie. Et souvent, on parle souvent de ROI. Moi, je parle de Return on Time Investment, donc RTI. C'est partout où je mets du temps, comment je récupère ce temps. Donc, si je suis SDR et que j'ai des objectifs, comment j'atteins mes objectifs en maximisant en fait mon temps au bon endroit. Et donc, ce que je vois beaucoup, c'est que ce shift n'a pas encore pris. Tu vois, on pense beaucoup SDR, prise de rendez-vous. C'est un peu dommage quand même. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu pourrais même robotiser, en fait, si tu réfléchis bien, certaines de ces choses-là. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, on est quand même des humains. La vente, c'est people buy from people. Il y a vraiment une relation humaine qui est importante, sinon on aurait tout robotisé. C'est comment on fait pour que les SDR, qui sont finalement la première impression de la société pour le prospect, soient dans l'excellence dès le départ. Voilà. Ça, c'est un peu si tu veux, ma problématique et ce que je vois et ce sur quoi j'essaie d'éduquer. On va soit parler du coup du point de vue des SDR et aussi du point de vue des employeurs. Pour les SDR, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets en place pour les aider à kiffer le job? En fait, je vais te donner les deux. Côté employeur, ce que tu veux, c'est créer des opportunités. Donc en fait, une fois que tu as rempli cette mission-là et que tes SDR créent des opportunités, la mission est remplie. Or, aujourd'hui, on pense qu'au plus on envoie des emails que personne ne lit, parce qu'avec le Covid, on en a tous ras-le-bol. Et puis, alors, les call, c'est très, très compliqué aussi, parce que tu as beaucoup de gens qui travaillent de la maison. Tu vois, je viens de poster sur LinkedIn le fait que j'avais 40 Zooms cette semaine, ce qui est ridicule. Donc, si tu veux, c'est complètement ridicule. On est tous dans un niveau d'activité beaucoup plus intense et du coup, tu n'as pas envie d'être au téléphone et encore moins avec des gens qui font... je suis désolée pour les gens de chez Bouygues, mais quand tu as quelqu'un qui t'appelle en mode call, ça fait vraiment le vendeur de chez Bouygues qui veut t'upseller, tu vois. Donc, du coup, ou juste te changer de contrat. Et du coup, l'idée, c'est... Pour les boîtes, avoir une super première impression qui est faite au niveau du prospect, c'est-à-dire que même si tu convertis pas, ils vont s'en souvenir comme une bonne expérience et que le moment où ils deviennent un peu plus mûrs, ils repensent à toi. Donc, augmenter le niveau de conversion et augmenter le nombre d'opportunités qui sont des vraies opportunités, pas juste des leads ou des rendez-vous qui plombent après tes sales teams à faire des rendez-vous qui en fait sont soit des démos qui convertissent pas, mais vraiment quelque chose qui devient en fait du pipeline. Et pour les SDR, finalement, travailler ce côté, je sais tu m'as posé la question de l'impatience. Quand tu fais un job que tu kiffes pas, tu as envie d'en sortir le plus vite possible. D'accord ? Donc, c'est très très dur de garder des gens dans un rôle qui se disent « Ok, c'est un point de passage, je suis obligée d'être SDR pour mon prochain job. » Et en fait, on pense tous que les SDR veulent tous être sales, mais c'est pas vrai. T'en as qui veulent être customer success, t'en as qui veulent pre-sales. Moi, je rencontre des SDR qui veulent... voilà, c'est un point de passage, c'est un premier job. Sauf que ce premier job, si tu veux, et si tu le fais bien et que tu prépares cette personne pour son prochain job, ça peut durer entre 2 et 3 ans. Mais l'impatience, elle démarre dès 6 mois quand vraiment tu kiffes pas ton job. Et la première étape, c'est de montrer qu'en fait, déjà, les hard skills, il faut les acquérir. Donc, quand tu envoies des cadences sans réfléchir, avec pas du tout de qualification, quand tu fais des calls et qu'on te demande juste de prendre le meeting pour pousser un produit, mais qu'on ne te demande pas de qualif, au bout de 6 mois, tu te dis c'est bon, j'ai fait le tour, quoi. Surtout quand on prend des gens qui ont Bac+5 facilement.
quand tu leur demandes d'aller beaucoup plus loin et d'acquérir des hard skills qui sont plus difficiles, dans la découverte notamment, dans l'empathie, dans comprendre l'impact humain, l'impact business, tu fais 2 choses. La première, c'est que tu rends leur job intéressant. Et la deuxième chose, c'est que en fait, tu leur montres que tu les prépares pour leur job d'après. De manière à ce que lorsqu'ils passent dans leur job d'après, en fait, ils aient déjà acquis au moins 20-30% des hard skills qu'ils ont besoin dans le job d'après. Or, aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de pathway dans la plupart des boîtes. Enfin, je sais qu'il y en a dans certaines boîtes, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une majorité de boîtes où il n'y a pas de pathway entre le SDR et le job d'après. Qu'est-ce que tu entends par pathway? Tu veux dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de plan de carrière clair. Pas de plan de carrière. Okay. Voilà, en disant, voilà toutes les skills qu'il faut que tu acquiers et comment tu vas les acquérir avec nous et comment on va valider qu'en fait, petit à petit, tu passes dans ton job d'après. De manière à ce que tu n'arrives pas dans un job d'après sans... En fait, tu recruterais pas quelqu'un dans un job sans aucune skills. Bah là, c'est un peu le truc, quoi. C'est tu veux leur donner cette expérience et puis tu veux les garder dans ta boîte parce que c'est quand même un investissement fort. Surtout que quand tu recrutes des SDR, tu les recrutes principalement souvent en sortie d'école ou avec peu d'expérience et donc tu les recrutes sur des soft skills, ça veut dire que tu as vu du talent et tu veux pas perdre tes talents. Donc pour pas perdre tes talents, faut leur donner envie, faut leur montrer qu'ils apprennent constamment, faut qu'ils s'éclatent. Et donc pour répondre à ta question initiale de comment on fait avec les SDR, c'est leur faire travailler des choses comme, je sais que j'en ai parlé dans Rocket for Sales, tu vois, la value pyramide. C'est comprendre très très vite un compte et pouvoir en parler de manière mémotechnique en un seul slide. C'est faire du digital selling et du social selling. C'est créer sa propre brand online. Ce que toi, tu as fait en fait. C'est se dire qu'en fait, avoir une marque digitale, ça sert pour plein de choses. Ça sert pour la reconnaissance, ça sert pour la reconnaissance de ta boîte, ça sert pour ta carrière, tu crées ton network, etc., etc. Donc en fait, il y a plein de choses, si tu veux, à travailler qui sont des étapes et qui ne sont pas des étapes faciles à acquérir et à valider. Je te donnais 2 exemples, mais je peux t'en donner plein d'autres. Notamment aussi le niveau de qualification. Aujourd'hui, un AE, il n'a pas confiance de laisser un SDR faire une grosse qualif. Et en fait, l'idée, c'est de dire à l'AE, écoute, pour que tu aies une opportunité, pour que moi, je te donne une opportunité, il faut qu'il y ait une qualif qui soit faite. Tu vois? Et il faut qu'il y ait un overlap aussi entre les 2 rôles. C'est-à-dire que si le SDR il fait juste passer à un plat, derrière, c'est pas drôle non plus. Donc, il faut quand même que le SDR puisse être là dans la campagne. Donc, laisser un petit peu de place, justement, à ce temps pour que le SDR puisse continuer d'accompagner l'AE. Ce qu'on ne voit pas aussi, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes. Alors, je fais des généralités parce que, tu vois, on ne va pas faire solution par solution, mais il y a beaucoup d'AE, en fait, qui, par la suite, ont le syndrome du mono-interlocuteur. Je vois ça beaucoup, moi, dans une campagne de vente. Tu as le syndrome du mono-interlocuteur. Tu parles qu'à une seule personne, c'est ton champion, c'est lui qui a le budget, c'est lui qui, tu vois. Et ce qu'on oublie, c'est que ça, c'est la catastrophe, en fait. Tu vois, c'est comme de jouer au casino, le rouge ou le noir. Peut-être ça passe, peut-être ça passe pas. Si ça passe, c'est probablement que tu n'as pas vendu la bonne valeur, tu vois. Faut pas dire assez cher pour les clients, mais tu vois ce que je veux dire. Et du coup, en fait, on oublie que le SDR peut être là comme un vrai support détective, de parler dans les équipes, de mieux comprendre, de développer le nombre d'interlocuteurs, tu vois. Donc, en fait, on arrête vraiment le rôle du SDR tout au début. Du sales process, alors que pour moi il peut vraiment aider même jusqu'à la propale, parce que ce qu'on oublie, c'est qu'en négo, qui gagne la négo, c'est celui qui a le plus d'informations. Et au plus tu parles à un nombre d'interlocuteurs important dans la boîte, au plus tu fais des qualifs humaines, au plus tu as des informations critiques. D'un point de vue SDR, parce que là c'est... Et en fait, je parle de temps en temps avec des SDR qui sont dans notre boîte. Et en gros, qui me disent tout ça, c'est très bien, mais en gros, si c'est pas possible de mettre tout ça en place, qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce que tu leur recommandes justement d'aller dans une boîte où il y a déjà tout ça en place? Qu'est-ce que tu recommandes? Alors, ma question, tu vois, qualif, pourquoi c'est pas possible de mettre tout ça en place? Parce que généralement, comme ce que tu disais tout à l'heure, la plupart du temps, c'est focus sur la quantité et pas sur la qualité. Ouais. Et du coup, du point de vue des SDR, même s'il y en a qui s'en rendent compte de ça et qui se posent des questions, justement, mais c'est très bien qu'ils se posent des questions. Ouais. Et du coup, qui savent que, ça les fait pas kiffer. Et c'est aussi un point, sur lequel je veux discuter, parce que
tu as beaucoup de SDR avec qui je discute, enfin des SDR, pardon, des gens qui sortent de SDR Bootcamp et qui me disent mais je veux pas être SDR. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a il y a un gap entre à cause de ça, en fait, justement, parce qu'ils ont l'image du SDR qui est focus sur la quantité et pas sur ce SDR qui est là pour aider eux, en fait, dans ces opportunités. Malheureusement, c'est comme je te disais, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a pas, on n'est pas au-dessus de 50% des boîtes qui ont compris ce shift où shift 1, tes SDR, c'est les talents de demain. Donc, c'est ta Salesforce de demain et on rentre dans un tsunami, en fait, de pénurie en termes de recrutement. Ça devient très, très, très compliqué de recruter des sales aujourd'hui. On le voit, on le sait. Donc, tes SDR, c'est vraiment tes talents de ton scale. Donc, ça, si tu ne l'as pas compris, tu as un premier problème. Deuxièmement, si tu n'investis pas dans tes talents, en fait, c'est aussi... oui, il y a le marketing, il y a le field marketing, mais tes SDR, c'est tes pions, c'est tes soldats. Donc, si tu n'investis pas dans la qualité pour ces gens-là, à chaque fois qu'ils vont parler à un prospect, c'est la première impression de ta boîte. Donc, en fait, c'est ton branding. Donc, pour un CEO, s'il ne comprend pas ça, c'est un autre problème. Ou un CRO, tu vois. Et le troisième point, c'est qu'en fait, après, tu as une réputation aussi de marché, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie, ou alors il faut aller très vite. Donc, si tu as ce rôle de SDR très quantité, très monotâche, voilà, ça veut dire qu'il faut que soit tu vas les perdre en turnover, donc au bout de 6-9 mois, ils vont partir et ils vont chercher autre chose, soit il faut que tu les passes très très vite dans un rôle d'AE, ou d'AE junior, ou d'AE mid-market. Et là, en fait, ce que j'aimerais regarder, c'est vraiment le taux de succès de ces gens-là qui rentrent dans un rôle un peu mid-market. Alors, ça peut marcher si tu fais du très transactionnel et que tu n'as pas de temps de qualif et que tu es encore une fois dans le volume. Mais dès que tu vas rentrer dans quelque chose où il faut vraiment construire, stratégiser, réfléchir, ça devient plus compliqué parce qu'on leur a jamais expliqué comment faire. Alors après, tu as des taux de succès qui sont bons selon les... Encore une fois, si tu recrutes des talents qui sont Bac+5, etc., normalement, ils savent réfléchir. Voilà, mais tu leur rends la tâche beaucoup plus compliquée que si tu as vraiment des étapes de carrière où... voilà, c'est... Pour moi, le SDR, c'est vraiment l'école de l'excellence. C'est là où tu mets toutes les fondations. Et je suis d'accord avec toi parce que justement, nous, on le voit. Là, tu parlais de succès un peu peut-être du poste d'une personne qui passe d'un SDR à un poste d'AE. Nous, on commence à voir combien on a 5 SDR qui ont été promus sur un poste d'AE. Et là, pour l'instant, on va dire il y en a 2, on a assez de recul pour voir que ça fonctionne. Le reste, on verra d'ici quelques mois, parce qu'ils sont encore en phase d'onboarding sur le nouveau rôle. Mais en tout cas, ouais, c'est comme ce que tu disais, les SDR, c'est une pool de talent pour le reste de la boîte. C'est un premier pas dans la boîte. Parce que peut-être, oui, c'est des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas rejoindre les autres postes. Mais aujourd'hui, c'est nos SDR, en fait, justement, juste, je crois, sur l'équipe AE. Là, tous les nouveaux AE qui recrutent, la plupart, c'est dans l'équipe SDR. Hein, c'est pas en externe. Donc, je pense que c'est un très bon point. Après, je voulais aussi revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, en fait, sur gérer l'impatience. Du coup, du point de vue employeur, qu'est-ce que tu peux mettre en place justement par rapport à ça? Parce que en fait, ouais, comme tu disais, les gens, s'ils sont d'un point de vue quanti, du coup, ils vont être impatients très rapidement parce qu'ils se font chier dans leur job très rapidement parce que comme ce que tu disais, si c'est juste booker des meetings sans réfléchir, au final, en 6 mois, j'ai fait le tour. Du coup, du côté point de vue employeur, tu as commencé déjà un peu à parler, c'est de mettre en place, pas forcément les intégrer, mais en fait, qu'ils fassent un peu de quali en amont, qu'ils fassent du mapping de compte. Qu'est-ce que tu peux mettre aussi en place en plus de ça pour les aider à gérer cette impatience? En fait, c'est définir déjà assez rapidement, donc au bout de tu as l'onboarding, après tu commences le job, etc. Et puis c'est entre 6 et 9 mois, commencer à avoir des conversations de qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui leur plaît, vers quoi ils se dirigent. Dans cette période de 6 à 9 mois, c'est important en fait qu'ils se rendent compte que potentiellement ils ont une carrière à avoir chez toi. Et en fonction, encore une fois, tout le monde ne veut pas forcément être AE. Donc, il faut aussi voir les personnalités. T'as des gens qui ont plus envie d'être team lead ou d'être dans un rôle de manager. T'en as qui ont très envie d'aller vers du marketing, field. T'en as qui se sentent beaucoup plus dans l'empathie, customer success, etc. Et donc, l'idée, en fait, c'est en fonction
Tu vois, tu parlais de count mapping. Alors moi, je suis assez stricte sur le fait que la personne qui maîtrise son territoire et son account mapping, ça doit être quand même de l'AE. Après, bien entendu, le SDR vient et peut supporter avec beaucoup d'informations. Il est important que le SDR comprenne pourquoi il target un compte. Tu vois, l'AE qui débarque le lundi matin, qui dit ouais, tu vois, on va targeter ces 3 comptes-là, allez, tu vas me faire des calls. Moi, la première chose, si je suis SDR, je dis mais pourquoi? Qu'est-ce qui te fait sentir que ces 3 comptes-là, ils vont convertir cette semaine-ci ou quels sont les signaux d'affaires, quelles sont les news du moment qui font que tu t'y crois, tu vois? Donc oui, si tu diriges plutôt vers du customer success, bah, tu vas plutôt avoir un plan de carrière où tu vas travailler beaucoup plus les comptes dans leur granularité. Donc, tu vas avoir des SDR qui vont être beaucoup plus dans la connaissance du compte, dans la connaissance des personas, dans l'organigramme, qui vont peut-être aller mapper même des comptes existants. Tu vois, si tu as une séparation nouveau logo, compte existant. Donc ça peut se faire déjà, tu vois, au bout de 6-9 mois, on dit, OK, ben, l'année prochaine, tu vas avoir un rôle de SDR, mais beaucoup plus spécialisé, en fait. Si tu as quelqu'un qui veut être nouveau logo, bah, tu vas le mettre beaucoup plus sur du nouveau logo et puis tu vas lui donner un territoire à commencer à modeler, à comprendre où est-ce que tu vas passer du temps, pourquoi, avec plus de comptes en se disant où est-ce que tu vois l'ideal customer profile pour nous par rapport à des lookalikes qu'on a déjà, désolé pour les anglicismes, qu'on a déjà mappé et qu'on a déjà gagné. Enfin, tu vas le challenger un peu sur l'organisation d'un territoire. Tout ça, bien entendu, en allant dans une qualif très profonde et comprendre les enjeux business. Ces gens-là, ils doivent tous comprendre, quel que soit leur rôle après, comment lire un rapport annuel, comment lire un site web pour aller aux stratégies de business. De manière à ce que quand tu te retrouves au téléphone, tu puisses parler très très vite stratégie business et comment ça les impacte et quel est leur rôle, etc. Et avoir des icebreakers un peu faciles au téléphone, tu vois, qui te permettent. Voilà. Ensuite, si tu te tournes vers un rôle de pre-sales, bah, ça va être quelqu'un qui va avoir de plus en plus accès aux produits, qui va être dans les shadow démos, qui va peut-être mieux comprendre en fait comment tu mappes. Désolée pour les anglicismes, encore une fois, les unique selling points, donc les différenciateurs aux problématiques que tu adresses, tu vois. Donc, en fait, pour chacun, il y a vraiment différentes spécialités. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, quand tu as des SDR comme ça qui deviennent seniors, ils montrent aussi aux jeunes les différentes possibilités de spécialisation, tu vois. Et toi, ça te crée ton vivier pour la suite. Tu as un vivier véritablement comme une école, en fait. Quand tu vas en école, au début, tu fais un peu du truc un peu généraliste, et puis après, tu te spécialises. Ben là, c'est un peu la même chose. Euh, T'as un fond aussi J'aime beaucoup le social selling. J'en ai fait beaucoup avant, j'en fais moyennement maintenant parce que j'ai pas le temps. Mais le social selling, c'est vraiment ce qui te crée ton réseau, en fait. C'est ton début de carrière. Donc ça, c'est hyper ludique pour des SDR parce que du coup, ils créent leur expertise, ils créent leur marque. Donc moi, je leur dis, mais sur LinkedIn, soyez l'expert, ne postez pas, ne postez pas que ce que votre boîte vous donne, tu vois, que le contenu de votre boîte, parce que on n'est pas, ça, je vais nommer personne, mais on a tous dans notre réseau des gens qui postent que des trucs de leur boîte non-stop, et à la fin, t'es là, genre, tu lis même plus. Mais quand tu commences à poster des articles de l'industrie, quand tu commences à dire, ah tiens, c'est intéressant ce qu'un tel et un tel ont fait, enfin, quand tu commences vraiment, encore une fois, à réfléchir, et là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux le faire avec tes prospects, tu peux les appeler tes prospects sur LinkedIn en disant, super intéressant votre stratégie digitale, tu vois, et les @mention, etc. Et là, tu peux en fait commencer à créer en fait une relation digitale avec des prospects et créer un network tout en montrant une expertise. Et ça, c'est très ludique. Ça n'a pas besoin de prendre la journée entière. Tu peux avoir un rythme et une routine où ça devient max 30 minutes par jour. Mais ça te crée en fait cette aura d'influence et d'expertise. Parce que souvent, on va pas se mentir, les SDR disent mais je suis que SDR. Tu sais, il y a ce syndrome un peu de je suis pas encore à eux. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire euh, je fais plein d'anglicismes, mais d'avoir l'accountability de ton rôle, tu vois, et d'être fier d'être SDR.
Ah, c'est complètement ça, parce que comme ce que tu dis, hein, c'est le rôle de SDR, c'est souvent sous-estimé. En fait, c'est une image, je sais pas exactement. Je pense que c'est ce que tu as dit au début hein, de l'interview, c'est le fait que c'est juste vu comme faire de la quantité, c'est juste. Moi, j'ai bossé dans une boîte où, en gros, pour eux, c'était un call center. Hein. L'équipe SDR, t'es pas là pour réfléchir, c'est tu prends tes meetings et tu te tais, et c'est tout. Et le truc, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens en dehors qui voient tout ça et qui pensent que être un SDR, c'est juste être un chiffre dans la boîte et t'es pas là pour réfléchir. Et du coup, t'as des gens en fait qui pensent ça, c'est je suis juste un SDR, alors que non, tu devrais être fier d'être un SDR, d'être dans la boîte, que t'es la première personne avec qui un prospect va parler, comme tu disais tout à l'heure, faire une première bonne impression de ton entreprise, parce que comme ce que tu disais, c'est aujourd'hui il y a tellement de gens qui prospectent, tellement de gens qui t'appellent. Si toi tu t'es différent dans ta prospection, si toi t'envoies un email différent que eux ils vont voir, en fait ils vont se rappeler de la boîte et de toi juste parce que t'as fait. Du coup, j'ai fait un anglicisme aussi, mais un extra mile juste dans ta prospection. Et ils vont se rappeler de la boîte juste grâce à ça. Et ça fait tellement de différence au final. Donc, et du coup, pour toi, comment tu vois ce rôle dans les 2 à 3 années à venir, à peu près? En fait, tout dépend. C'est là le rôle, il peut évoluer vers ce que je viens de te dire, tu vois, ou il peut rester et stagner. Et ça dépend pas du rôle ou ça dépend pas des managers, ça dépend vraiment de l'entreprise. C'est un choix d'entreprise, tu vois. Je dirais même, c'est même pas le CRO parce que parfois, ou le head of sales parce que souvent les SDR dépendent aussi du marketing. Donc il faut vraiment se dire SDR c'est pas égal MQL en mode quantité volume. SDR c'est vraiment, enfin moi on va parler de l'architecture du revenu, mais ce qui me perturbe énormément c'est d'avoir des SDR qui ne fassent pas partie de l'organisation sales. Quand tu dis ça, tu veux dire qu'ils sont. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire qu'ils sont sous l'équipe sales ou qu'ils sont sous l'équipe marketing ou c'est autre chose? Ouais, il y a beaucoup de SDR qui sont dans l'équipe marketing. Donc du coup, juste pour commencer à entrer dans le sujet, du coup, qu'est-ce que c'est la revenu architecture? Le revenu architecture, c'est d'arrêter de penser sales, c'est-à-dire on vend un produit, mais véritablement on est dans une société qui grandit par le revenu. Donc un revenu qui est long terme. Donc c'est pas on vend et on verra bien ce qui se passe derrière. C'est vraiment on vend pour que le client ait une certaine satisfaction et renouvelle. Et donc l'idée c'est pas de vendre vite et mal et que derrière le customer success il se retrouve avec plein d'emmerdes. L'idée, c'est aussi, ce que je viens de te dire hein, sur le SDR, c'est d'avoir de se dire première impression de qualité, expérience client. C'est vraiment remettre l'expérience client au sein du revenu, tu vois. C'est l'architecture du revenu, c'est qu'aujourd'hui, les boîtes tech, c'est principalement du SaaS. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est sur du renouvellement et que on n'est plus dans ce truc à l'IBM ou la Oracle il y a 10 ans où les gens pouvaient se dire ok, on est loqué pendant les 10 prochaines années ou prochaines 20 années. Et voilà, là, on est sur de la qualité. De la qualité, de la qualité, c'est vraiment le mot d'ordre. Le client est vraiment roi. On est sur du SaaS, ça veut dire normalement facile à dézinguer. On est aussi, c'est pas le premier qui gagne, c'est vraiment c'est la qualité qui gagne aujourd'hui. Donc ça veut dire que si tu as trop de bugs dans ta plateforme, si tu as mal vendu un truc, si les attentes du client sont pas bonnes. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout le monde doit travailler en ce sens pour que y ait une bonne adéquation entre les problématiques qu'on résout et les problématiques que le client a, sans aller trop vite. Donc ça veut dire bonne compréhension dès le SDR, bonne qualification AE et pre-sales, s'assurer qu'on n'a pas qu'une seule personne dans la boîte qui sait ce qu'on fait parce que souvent on vend sur, comme je te disais, le mono interlocuteur et puis quand cette personne-là part, il n'y a plus de deal ou il n'y a plus de présence. S'assurer que le customer success ait une bonne compréhension. Au milieu, si tu as du service, que ces gens-là aussi comprennent les attentes et ce qui a été accordé d'un côté et de l'autre. Et puis que finalement, tu es aussi, ce qu'on oublie souvent, un engagement fort côté exec client et exec
start-up, fournisseur, tu vois. Et en fait, souvent, on oublie que c'est hyper important d'avoir la vision. Si tu veux avoir un client long terme, du revenu long terme, il faut donner de la vision, il faut les emmener, il faut les faire les rêver, il faut avoir une courbe de maturité. Dire voilà, aujourd'hui on est là, voilà où on va vous emmener, c'est notre vision, donc ça veut dire que le CTO doit être visionnaire. Enfin, tu vois, le revenu ne vient pas que la capacité à vendre. Le revenu vient d'un produit qui répond à des vraies problématiques terrain, vient d'une brand qui adresse pas des features, mais qui adresse des problématiques différemment des autres, etc. etc. Donc, tu vois, l'architecture du revenu, c'est vraiment avoir tous ces fondamentaux qui travaillent les uns avec les autres et en unisson. Ouais, comme tu disais, qui travaillent pour le client au final et résoudre les problématiques qu'ils ont. Et du coup, juste avant que je continue sur ça, tu disais que l'équipe SDR doit être sous l'équipe Sales. Pourquoi pour toi ça doit être sous l'équipe Sales justement, est-ce que tu veux m'expliquer? En fait, si tu veux, moi je mettrais tout sur un CRO, Chief Revenue Officer. Ça veut pas dire Sales. Chief Revenue Officer, c'est quelqu'un qui a une vision transverse de comment on gère le revenu. Et donc, ce CRO, pour moi, il devrait avoir au moins le field marketing. Donc, c'est toujours un peu compliqué entre CRO et CMO. Mais pour moi, tu as un CMO qui définit une certaine brand, mais le field marketing SDR, en fait, s'ils sont pas ensemble, comment ils génèrent du pipeline pour les sales, tu vois? Ou alors, il faut avoir une vision très, 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 très alignée entre un CMO et un CRO, parce que souvent, la quantité vient du CMO, à qui on demande beaucoup de MQL, beaucoup de leads, et donc les SDR, on leur demande la quantité. Quand tu es dans la qualité et dans la conversion vers des vraies opportunités clients, tu adresses pas tu t'adresses pas le SDR de la même manière, tu vois. Parce que là, c'est un monde où justement sur lequel j'imagine il y a de plus en plus de boîtes qui vont se mettre dedans. Toi, avec tes clients, comment tu fais pour commencer à mettre ça en place? Tu commences avec le CEO, j'imagine, ou tu commences avec qui dans l'organisation? En fait, l'idée, c'est de commencer déjà des conversations avec la C-suite, donc tout le monde, pour comprendre comment ils sont organisés, comment ils fonctionnent, est-ce qu'ils sont déjà en silo, qu'est-ce qui fonctionne pas, comprendre les problématiques en fait, où parfois ça fonctionne, mais il y a une volonté d'accélération qui fait que tu dois changer ce qui fonctionne parce que tu sais qu'en accélérant et en scalant, ça va pas fonctionner, quoi. Quand tu commences une conversation, par exemple, avec un de tes clients, j'imagine que tu vas avoir quand même des personnes qui sont qui vont te mettre des freins plus que d'autres, ou comment ça se passe généralement, où les gens ils sont assez ouverts, ou comment ça se passe? Ouais, non, en général, en général, on vient me voir parce qu'on a identifié qu'il y avait un problème. Tu vois, ouais, je commence souvent par le taux de churn. Tu vois, c'est pareil, tu vois, un truc qui est très intéressant, c'est parfois tu as des sales qui sont très très forts à vendre, donc ils exposent leurs objectifs, et en fait, quand tu regardes tous les comptes qu'ils ont vendus derrière, ils churnent. Bah, c'est pas un bon sales en fait. Un bon sales, c'est pas quelqu'un qui te ramène du revenu, c'est quelqu'un qui te ramène du revenu pérenne. Et généralement, et ça c'est bon, je pense que j'imagine pour chaque situation, ça doit être différent. Quand tu vois du churn comme ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause des attentes qui ont été vendues par les sales qui sont pas bonnes, ou des fois c'est à cause du produit qui répond pas aux objectifs du client? Franchement, il y a plein de causes au churn. Il y en a plein, plein, plein. Mais la première qu'il faut identifier, c'est est-ce que tu n'as pas vendu trop vite, trop mal? C'est la première qu'il faut regarder en fait, tu vois. Est-ce que tu as vraiment fait ton travail de qualif, d'alignement, de compréhension de la value propre, etc. Mais il y a plein de raisons de churn. Mais ça, c'est la première qu'il faut valider. Est-ce que le problème vient pas des sales? Ça, c'est la première chose. Après, il y a plein de raisons de churn. Souvent, on se dit que c'est le customer success qui fait pas son job, mais c'est pas du tout ça. Du coup, on va passer sur la dernière partie de l'interview, donc sur plus des questions carrière et justement pour voir un peu toi aujourd'hui en fait, par exemple, si tu devais recommencer de zéro ta carrière dans la vente, qu'est-ce que tu ferais différemment? Parce que j'avais écouté en fait l'épisode que tu avais fait avec Clément Martin du coup de Rocket for Sales, ouais. Et tu discutais un peu de Chief of Staff. Donc est-ce que c'est toujours d'actualité ou tu changerais ça ou Non, pour moi, c'est passionnant. Je suis désolée, je viens de me rendre compte que j'ai plus de batterie. C'est en train de dropper de ouf et j'ai pas de chargeur. Je sais pas où il est.
En fait, non, clairement, Chief of Staff, ça reste, enfin, aujourd'hui, c'est super d'actualité. Je pense que c'est un super kiff, en fait, de pouvoir être shadow du CEO, tu vois. C'est juste dingue ce que tu peux absorber, ce que tu peux. Enfin, oui, moi qui ai un profil plutôt entrepreneur, enfin, c'est le rêve, quoi. Tu vois, tu touches à tout très vite en début de carrière. Tu peux très vite voir ce que tu kiffes, ce que tu kiffes pas. Et voilà, c'est le must, quoi. C'est le top du top. Après, c'est plus du tout adapté à ma vie aujourd'hui, tu vois. Enfin, voilà. Après, est-ce que tu peux faire ça en début de carrière? Je pense que c'est possible si tu arrives en début de start-up. Une scale-up, elle va prendre un chief of staff qui a déjà eu de l'expérience, etc. Donc aujourd'hui, de toute façon, c'est pas une option, mais oui, aller dans une start-up, une jeune start-up et toucher à tout, faire le couteau suisse, c'est de la bombe, quoi. Ouais, parce que comme ça, tu peux voir, comme ce que tu disais, très rapidement ce qui peut te plaire. Tu peux voir direct si tu veux plus te tourner vers du customer success ou du Ouais, ou sales. si tu veux monter ta propre Ou boîte, aussi. ou si tu veux être cofondateur. Enfin, tu vois, il y a plein de choses où tu peux aller dans un grand groupe et avoir des. Enfin, il y a plein d'opportunités, je pense, à juste vivre toutes les étapes. Moi, j'ai connu un chief of staff chez BMC qui était quelqu'un de très, très senior et qui suivait le CEO. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est toujours pareil, hein, c'est quand tu as un CEO qui est inspirant, visionnaire. T'apprends à vitesse. C'est comme si tu faisais 15 MBA en 2 ans, tu vois. Enfin, le truc, si tu as une capacité d'absorption, une capacité de vraiment engranger et coachabilité, c'est dingue. Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui sur la vente que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé? Qu'un quarter, c'est pas un quarter. Ok. Qu'est-ce que tu entends par là? Quand tu deviens sales, tout ton monde tourne autour de la fin du quarter. Et il m'a fallu 10 ans pour prouver que tu pouvais changer ça. Et que tes deals n'avaient pas besoin de closer forcément à la fin du quarter. Donc en fait, si tu veux, on est dans un mindset, on est dans une espèce de spirale incroyable où tout le monde te dit faut que tu aies closé dans le quarter. Et en fait, non. Au plus tu vas t'approcher du compelling event de ton client, au plus tu vas te rendre compte que tu peux closer n'importe quel mois. Tes propals n'ont pas besoin de sortir au dernier jour du quarter, tu n'as pas besoin d'être en stress. Moi, j'avais réussi avec mes sales à changer ça et à les faire closer au minimum la totalité de leur deal 15 jours avant la fin du quarter, parfois même une grosse partie en deuxième mois du quarter. Et je pense qu'on nous met dans ce mindset-là et c'est un très mauvais mindset. Parce que du coup, tu es tout le temps en stress. Tu commences le début du quarter, t'es à l'arrache, t'as pas envie la première semaine, t'es fatigué parce que t'as tout donné les 2 semaines d'avant, tu as du mal à redémarrer. En fait, c'est pas fluide, tu vois. Donc, t'es constamment en montagne russe alors que et du coup, tu peux pas bien délivrer pour ton client parce que tu mets de la pression en fin de quarter. Ça marche pas. Je sais, je viens de choquer là, à peu près la plupart des sales, mais c'est vrai, ça marche pas. Et même si tu le vois du point de vue customer success aussi, j'imagine, si tu as plein de clients qui rentrent à la fin du quarter aussi, j'imagine, du coup, ça fait plein d'onboarding en même temps. Mais oui, plein d'onboarding en même temps, des renewals super stressants. Enfin, il n'y a aucun intérêt. Ce système de quarter n'a aucun intérêt en fait. Et d'ailleurs, il y a des gens très 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 smart qui le font, qui changent le plan de commission pour faire closer en début de quarter, milieu de quarter, enfin tu sais, à faire closer avant une certaine date plutôt qu'à la fin de ce quarter. Le quarter, c'est juste la bourse en fait, hein. C'est juste l'annoncement. Enfin, ouais. Voilà. Désolée. J'ai choqué à peu près la moitié de la planète, mais c'était mon but. Ouais, c'est très bien, justement, c'est pour, justement, je fais aussi ça, le podcast aussi pour écouter ce genre de, comment dire, de pensée par rapport à ça, parce que si tu veux faire changer les choses, il faut avoir des opinions assez différentes, et c'est pas juste en continuant à faire la même chose que tu vas changer les choses. Donc, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Okay. Après, si tu avais un conseil à donner, ça peut être pour des SDR ou des exécutifs ou des VP Sales, qu'est-ce que ça serait ton conseil? Arrêtez de vendre. En fait, tout le monde pense à vendre. Et en fait, au plus tu t'intéresses à l'humain que tu as en face de toi, et au plus tu t'intéresses à ce qu'il fait,
souvent j'ai des gens, mais je dis, mais ayez une conversation avec vos prospects en fait. Parce que au plus vous allez poser des questions, ce que j'appelle les fact questions, des questions qui sont que pour toi, combien il y a de serveurs, combien tu fais ci, combien t'envoies d'emails, combien de machin, etc. Au moins tu l'intéresses en face. Au plus tu vas penser à toi, au moins tu vas intéresser l'autre. Et au plus tu vas t'intéresser à l'autre, au plus il va s'intéresser à toi. Tu vois, c'est le... Donc arrêtez de vendre votre produit une fois que vous avez fait l'onboarding, vous le connaissez. L'idée c'est ayez des vraies conversations et allez comprendre en fait ce que fait votre client, allez comprendre leurs problématiques. Et si vous ne pouvez pas les résoudre, c'est pas grave en fait parce qu'ils vont venir vers vous quand ils auront les problématiques. Donc moi, c'est quelque chose. J'ai eu des gros succès dans ma carrière et mes plus grands succès, c'est quand j'ai arrêté d'essayer de vendre un truc. Et c'est quand que tu as commencé à arrêter justement dans ta carrière de faire ça? Peut-être de te focus uniquement sur vendre, mais de commencer vraiment à commencer les conversations avec tes clients. Quand j'ai commencé chez Oracle, on m'a fait un entretien, on m'a dit vends ce stylo. Et j'ai vendu le stylo. J'ai vendu toutes les features du stylo. Et ils m'ont regardé, ils ont dit bon, t'as clairement les soft skills, mais il y a du taf. Parce qu'en fait, j'avais posé aucune question. Je n'avais pas demandé comment ils écrivaient, avec quoi ils écrivaient, comment leur quotidien était, combien de... Tu vois, je n'étais pas du tout intéressée à eux. Et chez Oracle, on a fait Spin, on a fait Sandler, etc. Et en fait, je me suis dit, mais tellement logique, quoi. C'est ce que tu fais dans ton quotidien, c'est ta manière de faire. Donc, pourquoi faire différemment quand tu es avec un prospect? Si tu as 3 livres, 3 contenus, ça peut être des podcasts ou quoi que ce soit, que tu recommandes, qu'est-ce que tu recommandes? J'adore le Challenger Sale de John McMahon. Je suis très, 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 très fan de Crossing the Chasm, surtout pour toutes ces startups et scale-up. Pardon, j'ai dit The Challenger Sale? Oui, c'est le Customer, tu veux dire? Non, le Challenger Sale, c'est pas John McMahon, pardon. Mais c'était le troisième que je veux dire. Donc, lapsus. The Challenger Sale, Crossing the Chasm et The Qualified Sales Leader de John McMahon, qui est absolument dingos. Bon, du coup, on arrive à la fin de l'entretien, Caroline. Donc, merci beaucoup pour être passée aujourd'hui et pour avoir discuté des SDR en général, qu'est-ce qui pourrait être fait aujourd'hui pour changer un peu justement, redorer le blason des SDR et nous parler du revenu architecture aussi, justement de ce que tu fais avec tes clients en fait pour les aider à changer tout ça. Donc merci beaucoup. Merci à toi pour l'invite, c'était très chouette.